Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec AXA Santé Collective et AXA IM également. Et on est dans le cadre de la semaine de l'épargne salariale. C'est dans ce cadre-là qu'on vous propose donc un direct spécial épargne salariale, quelle surprise, mais avec l'angle du fléchage vert, c'est-à-dire comment la gouvernance de l'épargne salariale, des fonds d'épargne salariale, se donne les moyens de répondre aux besoins et de répondre aux besoins d'information également des salariés sur les conditions d'investissement de leur épargne salariale dans la transition écologique, le sens que ça a et la lisibilité que ça sous-entend pour leur épargne et quels moyens de contrôle ils ont là-dessus et ce que ça représente maintenant au moment où on se parle, cette épargne salariale, on va dire, entre guillemets, verte. Et il s'agit de voir dans les nuances de vert un peu comment on progresse. Donc, merci à AXA de nous proposer cet éclairage matinal. Et donc, merci à nos trois intervenants qui, donc, deux représentent des élus dans les entreprises. Donc, ça va être intéressant de vous entendre, Jean-François et David, respectivement, chez Michelin et chez Orange, en tant que vous, délégué syndical, mais également partie prenante dans les conseils de surveillance des fonds, comment vous appréhendez un peu le fléchage et le sens que ça a dès lors qu'on parle d'investissement dans la transition écologique et la réalité concrète que ça sous-entend pour les salariés. Benoît Ostertag, je ne sais pas si tu es en train de résoudre ton problème de micro, mais en tout cas, toi, tu es représentant de la CFDT ou CIUS, le comité intersyndical de l'épargne salariale, et on va parler également ce matin de label, de labellisation, donc on va être en plein dedans avec toi et tu illustres, le CIUS illustre pleinement la capacité des représentants des salariés à peser dans ces démarches financières. Et enfin, Pierre Avet, qui va nous rejoindre. Pierre Avet, qui est délégué général de Fondact, l'association Fondact. Donc, on va avoir là l'écho plus employeur, plus entreprise, sur comment le sens de cette épargne salariale et un peu qu'est-ce qui transpire du côté des adhérents de Fondact. Voilà, je ne vais pas être plus long, donc je suis Rodolphe Ederlé, je suis le responsable de Miroir Social et je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Et je vais d'ores et déjà... Donc, bienvenue également à vous dans la salle, bien entendu. N'hésitez pas à rebondir, interagir. Vous avez la partie chat pour cela. Vous avez aussi la partie questions si vous avez des questions bien précises sur lesquelles vous attendez des réponses. Enfin, on n'est pas dans une logique de questions-réponses. On est quand même de logique de poser un sujet. Mais pour autant, il y a potentiellement des réponses sur lesquelles AXA notamment pourra répondre. Donc, n'hésitez pas sur la partie questions et sur la partie chat. On va dire là, c'est un peu plus libre, même complètement libre, vous faites ce que vous voulez là-dessus, pour rebondir un peu les rebonds que ça peut vous amener. Alors, attendez, je vais gérer le problème de Pierre Avet, mais dans un premier temps, Sophie Mandelbaum, toi, tu es en charge des relations avec les partenaires chez AXA Santé Collective. Si tu peux nous expliquer, c'est la deuxième année que AXA Santé Collective organise un direct avec Miroir Social dans le cadre de l'épargne salariale. Écoute, si tu peux nous expliquer un peu les motivations à le porter cette année. À toi, Sophie. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Oui, c'est bon. AXA Santé Collective, en fait, c'est la partie dans AXA qui gère les besoins, qui répond aux besoins d'assurance dans le cadre des contrats collectifs. Donc, les contrats qui rassemblent les salariés et les entreprises. Ils sont gérés soit unilatéralement par l'employeur, mais aussi souvent, surtout dans les grandes entreprises, c'est des contrats qui vont être gérés, mis en place, orientés à minima par les représentants des salariés, OS et parfois CSE, surtout en épargne salariale, et les employeurs. Voilà, donc assez naturellement, mon rôle consiste à être l'interlocuteur privilégié des représentants des salariés
pour les aider à s'approprier ces sujets. Voilà, puisque les représentants des salariés ont bien du travail à faire, ils sont déjà bien occupés, et on a affaire à des sujets, la protection sociale, qui sont un peu... Le micro est coupé, ok. Il y a un micro qui n'est pas éteint, ouais. Des sujets qui sont un peu plus techniques, qui supposent de se former beaucoup, de s'approprier la matière, et dans le temps d'un mandat ou de 2 mandats, c'est pas toujours facile. Voilà. Donc mon rôle, c'est vraiment d'être cet intermédiaire entre les experts d'AXA Santé Collective. Donc Sophie Sénibrard vous présentera la partie épargne salariale aujourd'hui, mais aussi en prévoyance et en santé. Sur ce sujet qu'on a aujourd'hui, c'est un peu comme sur tous les sujets de protection sociale. En fait, on parle de l'argent des salariés. Donc, c'est leur argent. Et dans une période où, heureusement, ils sont très sensibilisés aux enjeux climatiques, et évidemment, ils ont des attentes sur l'orientation de leur épargne, dans le sens d'une économie plus verte, et on verra ce que signifie ce mot-là. Eh bien, dans ce contexte-là, la grande question qui se pose, c'est déjà les salariés eux-mêmes ne parrainent pas toujours leur épargne salariale. Comment, en plus, peuvent-ils s'assurer que les engagements qui sont pris à leur égard d'une orientation verte des fonds, comment les salariés peuvent-ils s'assurer que cette épargne est véritablement bien orientée, conformément à leurs attentes? Alors, ce n'est pas un sujet nouveau, on avait ça déjà avec tous les enjeux RSE, mais quelque part, il y a une urgence, une pression, une exigence beaucoup plus forte aujourd'hui. Donc là, j'ai posé les termes sous l'angle du salarié, mais c'est évidemment par l'intermédiaire de ses représentants que bien souvent, il va pouvoir exercer ses droits de contrôle. Donc, les représentants syndicaux qui sont présents vous expliqueront plus quelle est leur façon de s'emparer de cette thématique, d'exercer ce pouvoir de contrôle. Et un point important, c'est que cette épargne aujourd'hui, Rodolphe me demandait, oui, mais est-ce que les salariés ont des droits? Est-ce qu'ils ont de plus en plus de droits là-dessus? Je dirais oui, mais comme d'habitude, le droit ne suffira pas. Voilà, ce qu'il faut, c'est se l'approprier, s'en saisir. Et j'espère de tout cœur que ce webinaire donnera aux salariés et à leurs représentants, et aussi aux RH, puisqu'ils ont la même problématique, vous donnera une bonne visibilité de ce que vous pouvez faire pour orienter l'épargne dans le sens notamment du soutien à la transition énergétique et pour contrôler l'effectivité des engagements qui vous sont formulés. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Parole à Sophie, l'autre Sophie S, Sophie Sénibrard, excuse-moi. Donc, Sophie, toi, tu es en charge, tu es responsable du pôle entreprise et épargne salariale chez AXA IM, Investment Management, c'est l'entité gestion d'AXA. Et pour rebondir sur ce que disait Sophie, on est dans un contexte où, si tu peux nous présenter un peu le panorama, c'est-à-dire que dès lors qu'on parle d'investissement vert, de fléchage vert, etc., on parle de labellisation. Notamment, il y a un label, c'est, on va lire, le label ISR, qui devient de plus en plus contraignant, restrictif, parce que, justement, par rapport à ce que disait Sophie, il y a une exigence d'être plus clair sur la lisibilité des investissements qui sont faits dans les fonds et d'être plus sélectif dans la labellisation qui justifie le fait que l'investissement soit considéré comme socialement responsable, et notamment au regard des enjeux environnementaux. Donc, Sophie, si on peut commencer comme ça, à toi la parole. Alors oui, merci, bonjour à tous. Donc moi, Sophie Sénibrard, je suis donc responsable chez AXA IM, qui est donc la société de gestion des fonds d'épargne salariale. Donc pour présenter AXA IM, on est une des premières sociétés de gestion européennes. On a près de 840 milliards d'actifs sous gestion. Près de 80% de nos fonds sont article 8 ou article 9. Et on a au-delà, je crois, de 60% d'actifs qui sont alignés avec l'objectif net zéro.
Donc, pour en revenir maintenant à plus spécifiquement donc l'épargne salariale, et un de nos premiers fonds quand même, on a été assez pionnier en termes d'investissement responsable, puisque un de nos premiers fonds et mandats de gestion qui intègre les critères ESG, c'est-à-dire donc l'environnement, le social et la gouvernance, date de, je crois, 98. Donc ça fait près de 20 ans en fait un peu plus même, qu'on intègre les critères ESG dans la gestion. Alors, dans l'épargne salariale, si on parle peut-être plus spécifiquement de nos fonds ouverts, donc on a une gamme de fonds ouverts de 8 fonds à destination des multi-entreprises, donc plus de 13 000 entreprises. Et effectivement, en termes de message, pour flécher l'investissement socialement responsable, c'est vrai que quelque part, c'est une facilité d'avoir le label ISR pour ces fonds. Donc, tous ces fonds aujourd'hui ont le label ISR. Ça permet de marquer pour les investisseurs. On pense qu'en termes de message, c'est important de marquer le fait que les fonds sont gérés en intégrant l'investissement responsable. Ils ont également 6 fonds de notre gamme ont le label CIES. Donc, je crois que Benoît du CIES est avec nous aujourd'hui. Voilà. Et donc, à aujourd'hui, c'est vrai que le cahier des charges du label ISR, la nouvelle version, ce qu'on appelle la V3, a été publié en fin décembre 2023. Il est effectif depuis le 1er mars 2024. Et donc, pour les fonds qui ont aujourd'hui le label ISR, ils devront transitionner vers ce nouveau cahier des charges pour le 1er janvier 2025. Donc, à aujourd'hui, en effet, ce cahier des charges, ce nouveau cahier des charges est plus ambitieux, on va dire, puisque la sélectivité sur l'univers d'investissement va passer de 20 à 30% globalement. Et puis, le secteur de l'énergie, et notamment pour les sociétés de l'énergie qui développeraient de nouvelles exploitations d'énergie fossile, elles vont plus être éligibles en termes d'investissement pour être alignées au nouveau cahier des charges. Excuse-moi, Sophie, de te couper. Je me permets de te couper. C'est l'occasion de faire, moi le premier, faire de la pédagogie ce matin et d'en apprendre sur les fondements de l'épargne salariale. Quand tu parles de sélectivité qui passe de 20 à 30%, ça veut dire quoi concrètement? Alors, ça veut dire que donc l'idée, c'est de diriger l'épargne des salariés vers l'investissement durable et d'essayer de les aider à identifier quels fonds intègrent l'investissement durable et vers quoi se tourner en termes d'investissement. Et donc, ce cahier des charges et cette sélectivité, donc la sélectivité, l'idée, c'est de diriger l'épargne des salariés vers les entreprises et d'aider les entreprises à faire la transition énergétique et à atteindre leur trajectoire net zéro, si on le résume comme ça. Et donc, pour faire ça, donc là, la sélectivité, si on parle vraiment du cahier des charges, si on part d'un univers d'investissement global où il y a toutes les entreprises, on peut investir dans toutes les entreprises d'un point de vue financier. Et on va appliquer un certain nombre de filtres pour diriger cette épargne uniquement sur des entreprises les plus vertueuses selon des critères d'investissement durable. Et donc, précédemment, dans le cahier des charges, on appliquait une sélectivité de 20%, c'est-à-dire qu'on exclut les 20% des sociétés les moins, on va dire, les moins vertueuses en termes de critères ESG. Dans le nouveau cahier des charges, en fait, ce seuil va passer à 30% d'exclusion. Donc, ça montre bien qu'on va être plus sélectif dans les entreprises dans lesquelles on va investir et dans lesquelles on va donc diriger l'épargne des salariés en ce qui concerne l'épargne salariale. Parfait. Ok, parfait. Excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais. Il y a une question sur la différence entre les fonds critères et le cahier des charges. Alors,
Donc les fonds, les fonds d'épargne salariale, c'est le véhicule d'investissement dans lequel les salariés investissent directement leur épargne. Donc ensuite, le fonds, il est géré par la société de gestion, donc par exemple AXA IM dans le cas présent, et donc il a un gérant financier, c'est quelqu'un qui va investir l'argent sur les marchés financiers, donc il va sélectionner des entreprises pour investir l'argent. Et donc nous, alors le label ISR et le label CIUS, par exemple, ça permet de flécher aux salariés le fait que ce type de fonds intègre de l'ESG dans sa gestion. Et donc, et selon un cahier des charges, le cahier des charges, c'est le cahier des charges du label ISR. Le label ISR, c'est un label français qui existe depuis 2016, dont on est à la 3e version, qui a été publiée récemment, c'est sous l'égide du ministère de l'économie française, hein, et qui définit des critères pour obtenir ce label. Donc le cahier des charges, c'est un cadre, un socle, des règles d'investissement. Et le fonds, c'est l'endroit où l'argent des salariés est géré et investi dans les entreprises selon ces critères, si le fonds a le label. Ok. Et cette plus grande sélectivité, quelle incidence ça va avoir sur votre portefeuille de gestion? Alors du coup, là, on est vraiment dans les phases. Donc on va transitionner. On a jusqu'au 1er janvier 2025 pour transitionner les portefeuilles. Tous ces éléments vont être aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va présenter tous ces éléments d'analyse d'impact des modifications des cahiers des charges lors des conseils de surveillance des fonds. Donc j'en profite pour renouveler le fait que n'hésitez pas, il faut être présent au conseil de surveillance des fonds dans lesquels on investit. Chaque société adhérente a sa représentativité au conseil de surveillance et c'est bien de venir en présentiel au conseil de surveillance. C'est un accès direct aux gérants, à des experts justement un peu techniques, que ce soit sur l'investissement socialement responsable, sur les politiques de vote, sur comment on fait de l'engagement avec une entreprise. On parle de tout ça dans un conseil de surveillance. Donc, il faut vraiment venir au conseil de surveillance. C'est le forum de la transparence sur où va l'épargne. Et c'est le moment où la société de gestion rend des comptes sur les investissements. Et donc, je ne me souviens plus de la question. Non, mais la question, c'était l'impact que ça allait avoir sur votre portefeuille. Est-ce que ça l'a limité? Oui, et l'impact sur le portefeuille. Oui, pardon. Et je disais qu'on rendrait des comptes au conseil de surveillance. Et donc, l'impact sur le portefeuille, forcément, en fait, ce qu'on analyse, c'est, on va analyser plusieurs choses. C'est au regard du fonds à aujourd'hui d'un fonds donné et de sa classe d'actifs, puisque vous savez, donc dans les actifs traditionnels, il peut y avoir un fonds action, un fonds obligation, un fonds monétaire, un fonds multiclasse d'actifs, donc qui va à la fois faire de l'action, de l'obligation et qui va prendre des stratégies et des paris tactiques. On va avoir des fonds diversifiés qui vont avoir un objectif de diversification à long terme et qui vont être sur tout un tas de classes d'actifs diversifiées. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour chaque type de fonds de voir l'impact de cette nouvelle sélectivité, des nouveaux critères du cahier des charges qui sont définis de manière très granulaire. Hein. C'est à peu près 50 pages, hein, le cahier des charges. Et donc, on regarde quel est l'impact sur la gestion. Ça veut dire quoi? On regarde quel est l'impact de la gestion. C'est d'abord, est-ce que le fonds est toujours gérable avec ce nouveau cahier des charges? C'est-à-dire que ça peut dépendre de la classe d'actifs, du fonds. Il y a des secteurs, il y a des classes d'actifs où certains secteurs sont très représentés, par exemple le secteur de l'énergie, et donc du coup l'impact du cahier des charges va être plus important sur certains types de fonds que sur d'autres. Donc ce qu'on va s'attacher à regarder, c'est est-ce que le fonds est toujours gérable pour un gérant actif. Nous, on est un gérant actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sélectionne des titres dans lesquels on investit par rapport à un univers. Si on n'a plus la capacité, si l'univers de départ est trop réduit, ça réduit notre capacité à être un gérant actif et à faire notre meilleure sélection dans l'intérêt des investisseurs.
Donc, c'est ça, analyser l'impact de cette nouvelle sélectivité. Et c'est se dire aussi, bah voilà, est-ce qu'il y a une opportunité aussi peut-être de repenser la gamme à aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi la loi industrie verte qui arrive. On a la loi du partage de la valeur dans tout ce qui est dispositif d'épargne salariale. Donc, il y a tout un tas on analyse cet impact, on va le partager en conseil de surveillance. Si on a des modifications de règlement de fonds à faire, ce sera voté avec les conseils de surveillance et dans les conseils de surveillance, on prendra toutes les questions pour répondre sur ces points. Et puis, on va se poser la question aussi de comment est-ce qu'on a envie de réorganiser nos gammes au regard de ces évolutions peut-être de labels, de ces évolutions réglementaires, donc comme j'ai dit sur la loi industrie verte et sur la loi de partage de la valeur. Est-ce que aussi, par exemple, à aujourd'hui, on a parlé beaucoup de label ISR et de label CIUS, mais on n'a pas parlé de fonds à impact, ce qui peut être encore quelque chose d'autre. Alors ça, garde-le en magasin, mais peut-être, Sophie, je te propose un petit truc, d'inverser un peu le fil conducteur qu'on avait ficelé ensemble. C'est, il y a une question qui est dans la salle, c'est, je pense que tu vas pouvoir, que ça recouvre le fonds à impact, c'est est-ce qu'il y a des fonds à 100%, la question d'Éric, y a-t-il des fonds à 100% énergie verte ou RCG, là, je ne sais pas l'acronyme, ce qu'il veut dire, mais en tout cas, des fonds 100% énergie verte. Ça, c'est peut-être le fonds à impact tu peux répondre et de garder en magasin pour une seconde session après avoir entendu notamment David et Jean-François ton explication sur comment vous donnez de la lisibilité aux indicateurs dans le reporting que vous faites aux salariés actionnaires. Ça, gardez ça en magasin pour la suite. Et donc, je te laisse répondre sur le fonds 100% et voilà. Et ensuite, on enchaînera avec Benoît. À toi. Alors, en fait, un fonds 100%. Alors oui, je vois dans le chat, en effet, qu'il y a plein de questions sur les différents labels et 100% green et 100% vert et 100%. En fait, c'est tout ça, le travail de communication, en fait, qu'on a avec nos investisseurs et donc nos investisseurs des FCPE, c'est qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de notions qui se juxtaposent ou qui sont mises les unes à côté des autres et il y a un gros travail en fait de pédagogie sur exactement de quoi on parle. Donc par exemple la question sur la finance, est-ce qu'il y a un fonds 100% vert? Alors il y a vraiment plusieurs manières de comprendre la question, mais je peux prendre par exemple un angle à minima. Donc un angle, ça peut être est-ce que ça existe un fonds qui finance à 100% la transition énergétique? Moi, ça me fait penser en tout cas à un instrument financier qui s'appelle les obligations vertes. Les obligations vertes, est-ce qu'on a des fonds qui sont 100% investis en obligations vertes? Donc, ça existe. C'est donc, par définition, ça sera un fonds à impact parce qu'une obligation verte, ça permet de financer des projets de transition énergétique. Donc, les entreprises émettent des obligations pour financer spécifiquement des projets sur lesquels elles vont faire un reporting transparent pour dire exactement ce qu'on a financé. Donc ça, par exemple, on peut qualifier ça d'un investissement vert parce qu'on finance un projet donné d'une entreprise de transition énergétique. Donc je vois une question sur le label Greenfin. Donc typiquement c'est ça, le label Greenfin, c'est le label de la finance verte. Il requiert par exemple que le fonds investisse à minima à 75% en obligations vertes. Donc c'est un label, on va dire, vert. Le label Finansol, c'est plutôt un label qui finance, c'est le label des fonds solidaires. Donc le solidaire, c'est financer des projets solidaires et dans un fonds solidaire, il faut mettre au moins 10% de financement solidaire ou un peu moins de 10%, je crois. Alors, désolée, je connais pas, j'ai plus en tête le ratio précisément, là, en ce mercredi matin. D'ailleurs, on est peut-être jeudi matin. Mais donc, on a aussi des fonds solidaires dans les gammes d'épargne salariale. C'est important d'en parler. Il y a toujours au moins un fonds solidaire dans les gammes d'épargne salariale. Et donc, c'est une partie là de l'épargne qui va financer des projets spécifiques solidaires. C'est plutôt du tissu social français, on va dire. Donc, c'est vrai que voilà, dans l'épargne salariale,
l'objet est vraiment d'être, l'investissement socialement responsable est très au cœur du sujet. C'est vrai. Et après, ce qui est difficile du coup, donc de facto pour nous c'est au cœur du sujet. Donc et ensuite ce qui est difficile, c'est de réussir à traduire les différents types de fonds, les différents objectifs. Et quand on parle de finance durable, finance à impact, tout ça, c'est des notions qui peuvent vouloir dire des choses différentes. Donc, à chaque notion, il y a un petit peu son explicatif. Donc, on a tout ce travail de pédagogie à faire. Donc, j'ai répondu là sur finance vert, greenfin, finance sol. Est-ce que Rodolphe, tu veux reprendre la parole ou tu veux que je... Non, une petite relance avant de passer la parole à Benoît, qui va nous parler, parce que tu en as parlé du label CUS, ça va être l'occasion pour Benoît de nous préciser. Mais là, je fais un petit pas de côté, mais peut-être c'est quand même important d'en parler. Donc, tu as parlé, merci de tes explications sur le label, que ce que ça allait enclencher, les conséquences que ça allait avoir, la plus forte sélectivité. Et en parallèle, on a la CSRD. La normalisation CSRD, excusez-moi pour l'acronyme, hein, je serais incapable de vous le décliner en version anglaise, mais en tout cas, c'est cette normalisation, cette taxonomie sociale et environnementale qui arrive là, avec sur la base d'une directive de la fin de l'année en France. Ça va changer quoi? Est-ce que ça va permettre de mieux voir ce qui se passe en termes de transition écologique et des investissements que ça sous-entend? Alors, la CSRD, donc c'est la Corporate... Alors, je vais le dire en anglais parce que c'est des acronymes anglais. Donc, c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc, ça, c'est une directive qui doit... c'est applicable, je crois, depuis le 1er janvier 2024 pour les grosses entreprises. Et toutes les entreprises vont devoir publier des données... donc E, S et G, donc environnement, social et gouvernance, de manière un peu plus normative et homogène entre elles. Évidemment, les grosses entreprises vont commencer parce que c'est plus facile pour elles, elles ont plus de moyens pour publier ces données. Et ensuite, les plus petites entreprises devront également faire ces publications. Donc, d'un point de vue investissement, maintenant, si je me place, donc là, c'était d'un point de vue émetteur, qu'est-ce que les entreprises vont faire en termes de publication de données. Maintenant, d'un point de vue investissement, donc d'un point de vue société de gestion qui investit pour les salariés des entreprises, nous, c'est bien cette directive parce que on va avoir plus de données disponibles sur chacun des piliers E, S et G pour une entreprise donnée. Et aujourd'hui, c'est vrai que la donnée extra-financière, c'est quelque chose de très important, de la même façon que la donnée, la donnée financière, c'est important bien évidemment pour un gérant financier, mais la donnée extra-financière est tout aussi importante à aujourd'hui. Les fournisseurs de données sont surtout des fournisseurs de données anglo-saxons à aujourd'hui, MSCI, Sustainalytics, MSCI c'est pour la notation ESG, Sustainalytics ça va être pour les controverses. Alors heureusement il y a quelques fournisseurs aussi de données français, donc Trucos c'est pour l'empreinte carbone, Etifinance aussi je pense que c'est pour les scores ESG. On a il y a plein de fournisseurs de données ESG qui aujourd'hui d'ailleurs ne sont pas régulés. La production de ces données ESG n'est pas régulée. Et donc le fait qu'il y ait cette directive européenne et que les émetteurs, les entreprises elles-mêmes vont émettre ces données directement, ça va être, nous on pense que ça devrait être facilitateur pour nous en tant qu'investisseurs pour avoir de la donnée homogène. En tout cas, ça devrait renforcer cette qualité de la donnée. Pour nous, c'est très très important la qualité de la donnée en fait, sur la partie ESG. Voilà. Écoute, merci beaucoup Sophie. N'hésite pas à répondre à des questions dans la partie questions. N'hésite pas à y répondre par écrit ou si tu le sens de répondre par oral au moment où tu le sens. Et bien sûr, tu reprendras la main pour présenter vos reportings. Mais je pense que ça sera encore plus pertinent après avoir entendu nos intervenants. Merci à toi. Alors, Benoît Ostertag. Alors, j'espère qu'on va bien t'entendre, Benoît. Donc, est-ce que ça marche? Parfait, ouais. Alors, Benoît, donc toi, tu es donc représentant de la CFDT au CIUS, au Comité intersyndical de l'épargne salariale, qui est un label
délivrés par comme vous le dites, l'acronyme le dit bien, par une intersyndicale sur des fonds d'investissement liés à l'épargne salariale, complètement liés à l'épargne salariale. Et Benoît, pour rebondir un peu sur l'introduction de Sophie, la plus grande sélectivité qu'il va y avoir, les attentes à y voir plus clair, hein, c'est quand même la question qui est posée également dans une question qui est ouverte. Hein, je reprends la question d'Elsa. Bonjour, comment s'assurer en tant que salarié de savoir où j'investis, bref, savoir où va mon épargne et le savoir un peu plus clairement que ça l'était et savoir ce que ça donne. Donc, on va plus grande sélectivité sur l'ISR, le label ISR. Ça sous-entend quoi? Comment, par rapport au label CIES, en termes de sélectivité, ça va conditionner un changement au niveau de votre approche? Comment vous voyez la chose du côté de votre fenêtre? À toi la parole. Oui, donc pour préciser déjà, le comité intersyndical de l'épargne salariale, il existe depuis plus de 20 ans maintenant et il a été mis en place par 4 organisations syndicales, donc CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT. Et on travaille par le consensus depuis 20 ans pour établir d'une part notre cahier des charges et prendre un certain nombre de décisions. À l'époque, c'était pour développer l'ISR qui était peu répandu. Maintenant, chaque société de gestion, et AXA pourra le confirmer, ils ont des salariés qui sont complètement dédiés à la question de l'ESG des cotations et de l'évaluation des émetteurs, que ce soit des États d'ailleurs ou des entreprises. Et j'allais dire d'ailleurs que la question que vous posez, qui est orientée vers l'économie verte, nous, on l'a aussi vers le social. Pour nous, c'est vert et social. Le durable, pour nous, c'est vert et social. C'est indissociable. Les points forts de notre cahier des charges, c'est autour justement des questions sociales, emploi, employabilité, comment les entreprises s'adaptent à la transition écologique, par exemple, et forment leurs salariés au métier de demain. C'est un univers plutôt européen parce qu'on est convaincu que c'est là où ça impacte directement l'emploi en Europe et en France. Et puis, on a des spécificités de questionnement et d'attente vis-à-vis des gestionnaires d'actifs qui gèrent les fonds labellisés. Sur les questions d'engagement actionnarial, c'est-à-dire quelque part, ils sont en discussion permanente avec les entreprises ou avec les émetteurs et ils peuvent les challenger, leur poser des questions et s'assurer qu'ils sont cohérents avec ce qu'ils affirment. Et puis aussi, on a des attentes en termes de vote, notamment en assemblée générale des actionnaires, où d'une part, on attend que plus de 90% des titres détenus dans les fonds soient votés et il y a un poids par les votes que peuvent faire les gestionnaires d'actifs sur les titres qu'ils détiennent grâce à notre argent. Ils votent en notre nom et ils peuvent peser sur des choix dans des résolutions. Voilà. Donc, par rapport à… et enfin, une exigence aussi, c'est important, c'est les conseils de surveillance. On a parlé au début. Pour nous, c'est le premier échelon du contrôle, c'est les conseils de surveillance, effectivement, des fonds. Soit ils sont, si c'est des fonds dédiés dans les entreprises, c'est directement des salariés et des membres de la direction de l'entreprise qui se réunissent quelques fois par an pour challenger le gestionnaire d'actifs. Et sinon, dans les fonds multi-entreprises, c'est des réunions une fois par an organisées par le gestionnaire d'actifs. Ce qui est important dans la question qui est posée sur le label, quelque part, de manière générale, on est convaincu que le label, au-delà du conseil de surveillance, qui est déjà un premier moyen de contrôle, ayons en tête que c'est propre à l'épargne salariale, ça, la notion de conseil de surveillance, c'est le fait que des représentants des salariés puissent aller questionner le gestionnaire d'actifs. Quand vous placez de l'argent dans l'assurance vie, vous n'avez pas ce moyen de contrôle. Vous êtes seul face à votre banquier. Là, en épargne salariale, vous avez le conseil de surveillance, première étape. Et nous, on apporte une deuxième couche de contrôle par le label parce qu'on a un cahier des charges, donc avec des critères à contrôler. On a nous-mêmes une action de rencontre des gestionnaires d'actifs qu'on questionne sur leur méthodologie. On peut même les auditer. On a donc 2 réunions de comité de suivi par an et on peut aussi auditer. C'est pas propre au CIS, les autres labels font aussi cette démarche de contrôle complémentaire qui vient donc creuser davantage dans s'assurer que les objectifs qui ont été définis sont bien pris en compte. Ils sont bien respectés. Et puis on a aussi, au cas où, le risque que ne veut pas subir un gestionnaire d'actifs de délabelliser un fonds, c'est effectivement il ne respecte pas les traitements. Donc, quelque part, le fait que le label ISR rentre dans une exigence plus forte,
j'allais dire, nous, on l'avait déjà, on était déjà plus exigeant sur un certain nombre de choses. Donc, c'est tant mieux pour l'intérêt des salariés, c'est tant mieux pour l'intérêt de la qualité ESG, de l'avenir de notre planète qui est là, quoi. Ce qui va aussi nous conforter dans les évolutions à venir, c'est le fait qu'avec la loi sur le partage de la valeur dont les décrets d'application sont imminents, il y a obligation, au-delà d'un fonds solidaire, d'avoir un fonds durable, performant et surtout labellisé, au moins un fonds dans un PE ou PER. Nous, notre idée, c'est de dire le 1 est le minimum légal, si je puis dire, mais rien n'empêche, bien au contraire, d'aller plus loin dans le nombre de fonds que vous avez dans votre épargne salariale. Entendu. Et en moyenne, c'est combien de fonds labellisés sur votre couverture, la zone enfin voilà, c'est combien de fonds labellisés? Aujourd'hui, en général, dans chaque entreprise, il y a sur un plan d'épargne, il y a 5 ou 6 fonds qui vont couvrir les différents niveaux de risque. Le risque le plus faible qui est des fonds de type monétaire, mais sûrement aussi moins performants par principe, jusqu'à des fonds plus risqués ou essentiellement de l'action. Et ces fonds sont ou pas labellisés. En pratique, il y a des entreprises qui arrivent à avoir. C'est intéressant, d'ailleurs, on a posé la question, parce que je fais partie aussi du Forum pour l'investissement responsable, le CIS est adhérent, et donc je suis membre du conseil d'administration, et le FIR, donc le Forum pour l'investissement responsable, chaque année pose des questions écrites aux entreprises du CAC 40 pour qu'ils répondent. Effectivement, il y a une question sur l'épargne salariale et la labellisation, et on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir, parce qu'on leur demande combien vous êtes de fonds labellisés, et pour les fonds non labellisés, qu'est-ce que vous envisagez d'eux? Donc on voit qu'il y a des volontés d'aller plus loin, mais à part Orange, qui a 100% de ses fonds labellisés, aucune autre entreprise du CAC 40 n'a 100% de ses fonds labellisés. D'accord. Ok, Benoît, il y a un constat que tu fais, ça a été aussi également souligné par AXA, c'est la capacité qu'avaient les salariés et leurs représentants à peser sur l'épargne salariale dans le cadre des conseils de surveillance et la flécher et avoir des exigences sur où on la mettait. Quel constat tu fais sur l'appréciation que tu fais sur cette capacité des salariés à prendre ou pas prendre cette opportunité à bras-le-corps au regard des priorités par ailleurs qu'il y a? Enfin, est-ce que là, il y a à travailler là-dessus et quelles seraient les conditions pour accentuer cet engagement des salariés à ce niveau-là, au-delà du discours? On se rend compte qu'on part de loin parce que quand on questionne nous-mêmes notre réseau syndical, il y a des diversités, il y a des gens qui ont conscience que c'est intéressant d'être là dans l'épargne salariale et dans les conseils de surveillance, mais ça veut dire se présenter quand il y a des élections ou se faire désigner par son CSE ou son comité pour effectivement être représentant des salariés. Il y a des salariés qui n'ont pas conscience, qui peuvent aussi négocier leur plan d'épargne et que ce n'est pas uniquement la main de leur direction. Et Dieu sait que c'est aussi un mode d'action qui peut être important. Et on se rend compte après qu'une fois qu'il y a des gens qui sont dans les conseils de surveillance, ils n'ont pas forcément conscience de c'est quoi leur rôle. Donc, il y a vraiment un déficit de formation. Et il y a un enjeu fort de voir comment on peut former davantage les membres des conseils de surveillance. Le droit donne 3 jours de formation. Pour moi, c'est un minimum. Comment on pourrait accentuer cette formation? Parce qu'il y a plein de choses à voir, entre d'une part la connaissance financière de c'est quoi une obligation, c'est quoi une action, à quoi ça sert, etc. Dans la compréhension aussi de c'est quoi une notation ESG et comment ça se fait, quels sont les moyens de contrôle, sur aussi mon rôle et ce que je peux décider en tant que membre de conseil de surveillance, quelles sont les exigences que je peux. Enfin, il y a des tas de sujets à traiter et en 3 jours, c'est insuffisant. Donc, pour moi, un enjeu, c'est comment déjà on forme ceux qui sont là, avec au moins 3 jours par an, et puis si on peut accentuer ce niveau de formation, à la fois une formation qui se fait, il y a des propositions de formation par les organismes gestionnaires d'actifs, mais les organisations syndicales aussi ont leur rôle à jouer. Ok, parfait Benoît, merci à toi. Je t'invite à répondre peut-être par écrit à Marielle. Il y a Marielle qui te pose une question directement sur le nombre de fonds, etc. Je te propose d'y répondre par écrit dans le chat si tu peux ou si je passe la
n'hésite pas. David, David Girard, toi, tu es donc délégué syndical adjoint, central adjoint chez Orange, dont vient de parler Benoît. Donc, ça va être l'occasion de peut-être, a priori, confirmer ce que disait Benoît et peut-être d'illustrer aussi, au-delà du nombre de fonds que vous labellisez au niveau d'Orange, c'est ce qui s'y passe et l'engagement des salariés, à quoi ça ressemble. Toi, tu y es. Et l'importance que vous y accordez en tant qu'organisation syndicale, si on peut commencer comme ça. À toi. Ça marche. Déjà, nous, notre rôle, c'est de représenter les salariés qui ont voté pour nous, c'est faire de la pédagogie et non faire un gestionnaire ou un conseiller financier. On est là pour communiquer vers les salariés de l'intérêt qu'ils pourraient avoir à regarder l'épargne salariale, à placer leur argent. On est là pour les faire connaître l'ensemble des fonds et non faire de l'orientation de leur épargne. Moi, je constate que parmi les salariés, quand on fait des calls, parce que c'est très régulier tout au long de l'année, on a beaucoup de questions d'orientation écologique, verte. On sent que c'est un sujet. Mais par contre, quand on regarde les placements des salariés, ça ne correspond pas forcément aux interactions qu'on peut avoir avec les salariés. Par exemple, si on a plan épargne groupe, là, ce qu'on pourrait appeler plus communément un plan épargne entreprise et puis un PER. Sur le plan épargne entreprise, on est à peu près de mémoire là, comme ça à 65-70% de placement action Orange, donc ce qui est colossal. Donc c'est 100% action et le reste est dispatché vers d'autres fonds d'action. Si je regarde, on est à peu près sur l'évolutif, là je vois ça 22%. Donc on a plus de 80% de l'épargne salariale déjà qui est à 100% action. Donc ça pose question. Et quand on regarde sur le plan épargne Valperco, on est à peu près dans les mêmes proportions. On a peut-être un peu moins, on a à peu près pas loin de 40% juste sur un fonds purement d'action dans le monde. Alors qu'en comparaison, si tu regardes les fonds solidaires, ils pèsent péniblement 5%. Pour ça que ça nous interroge sur comment sensibiliser les gens à l'épargne salariale, comment leur faire découvrir aussi l'épargne, parce que quand on regarde les arbitrages, l'ensemble des mouvements financiers, on se rend bien compte que les trois quarts du temps est fait sur le temps que l'intéressement, la participation arrive. En dehors de cette période-là, il y a très peu de mouvements financiers, très peu d'arbitrage. Donc pour moi, il y a un manque d'acculturation. Là, je suis d'accord aussi avec Benoît juste avant. Il y a du déficit de formation aussi de la part des élus, parce que pour certains, c'est pas le sujet le majeur, alors que c'est un vrai sujet. Ça devrait être quelque chose qu'on devrait voir beaucoup plus souvent que maintenant. Mais il y a un truc que je comprends pas, David, peut-être éclairer quand Benoît disait Orange est peut-être une des rares boîtes entreprise du CAC 40 à avoir tout son portefeuille labellisé, et toi pour autant tu dis il y a un décalage, une forme de décalage entre le discours et la réalité. Alors, tu as parlé de solidaire, mais également, est-ce que ça vaut sur l'environnemental, le vert, la transition écologique? Donc, c'est pas parce qu'on a tout son portefeuille labellisé que les salariés. Enfin, il y a un truc qui mérite. Oui, mais
C'est ça en fait. Oui, c'est labellisé ISR, mais quand on regarde les détails, par exemple sur le plan épargne entreprise, ce qui est en fait, on est à peu près à 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers sur le plan épargne entreprise et 1 tiers sur le PER. De mon point de vue, c'est parce que l'argent est bloqué que 5 ans, alors que l'autre est bloqué jusqu'à la retraite. Alors en dehors de tout comment dirais-je, toute exception en fait, par exemple l'achat de résidence principale et ainsi de suite qui fait du déblocage. Mais sinon sur le principe, c'est un PE, c'est 5 ans et l'autre ça va se faire retraite. Et les gens mettent à 2 tiers sur le PE et sur ce PE, c'est comme je disais, c'est très grosse partie sur l'action Orange. Alors c'est bien, ils mettent dans l'action de l'entreprise. On pourrait dire que les salariés sont corporate, hein, et quelque part tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres fonds disponibles, ils pourraient beaucoup plus étaler ou mettre sur on a des fonds solidaires dans ce PE qui voilà, ça va pas très très haut. Par exemple sur le PE, le fonds solidaire représente que à peine 7% des placements. Okay. Après, bon, faudrait faire une analyse, mais c'est compliqué. Alors, pour faire le lien avec la transition écologique, tu dis qu'il y a 75% de l'actionnariat salarié Orange qui repose sur le fonds en action maison, et donc ça sous-entend Orange, Groupe Orange est une entreprise qui a une empreinte environnementale. Qu'est-ce qui fait, pour le coup, là, que c'est un levier qu'on a 75% des salariés qui ont mis au pot, qui sont actionnaires, pour flécher davantage les objectifs, la trajectoire de décarbonation d'Orange? Est-ce qu'il y a des choses, notamment le lien avec, par exemple, l'accord d'intéressement? Oui, alors déjà, le fait que les salariés mettent beaucoup en action, les salariés sont quand même les deuxièmes actionnaires de la société, donc c'est pas neutre en termes déjà de vote à l'Assemblée, donc ça permet de faire des résolutions et ainsi de suite. Orange fait beaucoup d'actions aussi en termes d'écologie, même si de par l'activité, c'est compliqué. Tu parlais aussi d'intéressement, notre accord intéressement est valable jusqu'à la fin de l'année. Il va s'ouvrir une négociation entre avril et le mois de juin, parce que légalement, on doit avoir un projet d'accord avant la fin juin. Nous, d'un point de vue du candidat de CFDT, puisque je ne connais pas la position des autres OS sur ce sujet-là, c'est de pousser vers des indicateurs quantifiables et, entre guillemets, à la main des salariés. C'est-à-dire qu'on souhaite pour l'accord qui va être en négociation, que les salariés puissent avoir une influence notable sur les indicateurs de la société. Par exemple, si on prend le cœur métier, ça peut être le déconventionnement du cuivre, parce que l'impact écologique du cuivre est colossal du fait de la matière, mais il y a aussi la consommation électrique. Orange aussi, c'est la transition vers la fibre. Il y a aussi beaucoup de choses à faire. On a un certain nombre de data centers. C'est le renouvellement des anciens vers les nouveaux, parce que les nouveaux nous permettent de ne plus avoir de climatisation. C'est d'autres systèmes qui sont beaucoup plus écolos, mais du coup, c'est de la transition vers de bâtiments qui datent d'une certaine époque, 20, 30 ans, voire un peu plus. Qui sont plus aux normes, donc c'est d'aller vers des nouveaux qui consomment moins, qui sont beaucoup plus verts. Et du coup, ces indicateurs-là, on souhaite les mettre dans le nouvel accord, que les salariés puissent avoir quelque part du fait de leur métier, puissent avoir une influence sur l'intéressement. Je sais pas si je réponds à ta question, mais Orange fait beaucoup de choses, mais en fait, on souhaite que ça soit plus à la main des salariés que la direction, pour faire plus clair. Ok, super. Merci à toi. Il y a un truc que je n'avais pas noté. Merci Benoît de préciser ça. Dites-moi si je raconte pas des bêtises dans la reformulation. C'est qu'un fonds dont tu parles, un fonds en action maison, peut pas être labellisé. C'est bien ça? Non. Voilà, ok. Merci Benoît de préciser ça et d'autant plus là donc le donner du sens
au fonds d'action maison en lien avec l'intéressement, des indicateurs extra-financiers de l'intéressement signifiants, ça peut être quelque chose sur lequel, par contre, vous pouvez travailler en tant que représentant des salariés, on est d'accord? Oui, mais ce que je trouve dommage, en tout cas, c'est mon avis très personnel, hein, c'est les gens s'intéressent seulement au moment quand ils reçoivent le mail de la direction pour leur dire leur placement d'intéressement et de participation, parce que la direction fournit aussi un abondement. Donc en fait, l'abondement oriente les placements. Notamment aussi, ça explique pourquoi il y a tant de fonds dans les actions Orange. C'est qu'il y a un abondement en fait de la part de la direction pour orienter cette épargne. Donc nous après, notre travail aussi, c'est de sensibiliser les salariés pour qu'ils puissent faire des arbitrages dans un second temps. Mais c'est un travail de longue haleine à sensibiliser, à faire de l'acculturation. Et pour le coup, c'est pas simple. Ok, bien noter le fait qu'il y ait peu d'arbitrage et qu'il y a un gros boulot à faire pour que ça soit un peu plus dynamique et un peu plus, voilà. Merci à toi, David. Jean-François, rebond, toi, tu es un autre élu qui est partie prenante dans le conseil de surveillance. Toi, tu représentes Michelin et pour la CFE-CGC. La différence d'Orange, il n'y a pas 75% des salariés Michelin qui ont mis au pot dans l'action maison. Il y a le niveau des salariés au capital est plus faible que chez Orange. Et donc, dans le cadre de l'épargne salariale, pour autant, il y a une grosse politique d'épargne salariale dans le groupe Michelin. Et vous, il y a 2 ans, vous avez été ambitieux en imposant un cahier des charges en disant que sur l'ensemble des fonds, si je me trompe pas, et la reformulation est importante et d'être précis sur ce que l'ensemble des fonds proposés dans le cadre de l'épargne salariale soit à 15% et au minimum 15% de critères ESG ou environnementaux. Alors, je ne sais pas si la reformulation que je fais est la bonne. En tout cas, tu vas en parler mieux que moi sur comment vous avez précisé votre cahier des charges et le côté et le fléchage avec les enjeux notamment écologiques et sociaux également, comme le disait Benoît, les 2 pieds sont importants. Jean-François, à toi la parole. Alors, je répondrai à mon collègue de chez Orange que chez Michelin, en fait, l'abondement, il est donné pour tout versement volontaire sur les supports d'épargne, peu importe le fonds choisi par la personne. Donc, forcément, les gens sont pas obligés d'aller prendre des actions Michelin à partir du moment où ils investissent sur un fonds ISR, eh bien, ils auront le même abondement. Donc, déjà, ça peut être un levier de négociation chez Orange. Si tu as besoin d'un coup de main, appelle-moi, on va y aller. Ça leur fera pas de mal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous Eh bien, effectivement, il y a 2 ans, on a décidé de simplifier notre épargne salariale. On avait donc un PE qui avait été mis en place il y a déjà longtemps de manière unilatérale, comme l'entreprise peut le faire chez Natixis. On avait traditionnellement un PERCO qui était chez Natixis aussi. Et un article 83 qui avait été ouvert chez AXA pour compenser la disparition des dispositifs maison qui garantissait un niveau de retraite suffisant aux salariés, puisque la loi imposait la portabilité de ces dispositifs. Or, les dispositifs internes ne fonctionnaient que si vous preniez votre retraite en quittant l'entreprise. Donc, pour compenser, on avait mis en place ces dispositifs. Ça manquait de lisibilité pour les salariés, donc on a fait le choix de basculer tout chez un seul et unique prestataire. Donc, on a reçu tout le monde, AXA, Natixis, etc. Et on leur avait donné un cahier des charges dans lesquels on leur disait qu'on souhaitait rénover de fond en comble nos supports d'épargne en intégrant à minima 15% d'épargne dite responsable, avec environ 5% de Greenfin, environ 5% de Finansol et 5% de France Relance. Pour le France Relance, l'idée étant de reproduire en France, pas faire venir de l'autre bout du monde, générer aussi de l'emploi en France et ainsi de suite. Et donc lutter à la fois contre le chômage et le réchauffement climatique en limitant la circulation des produits. Bon, j'ignore si on y arrivera, mais c'était l'idée. On est allé jusqu'au bout de la démarche en ajoutant 2 fonds qui sont entièrement dédiés à ces fonds Greenfin, Finansol et qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. On en a créé un équilibré puisque c'est
le profil de la majorité des investisseurs. Et on a même créé un fonds dynamique que nous avons fait labelliser par l'AMF. Alors ça a été un peu compliqué, hein, je vous cache pas, parce que le niveau d'exigence sur les labels ISR et ESG ont sérieusement augmenté, et c'est une bonne chose. On peut pas se contenter d'avoir des fonds pseudo-labellisés avec du greenwashing. Il faut vraiment, quand on veut investir dans un fonds labellisé, il faut être sûr que le fonds soit vraiment orienté vers ce qu'on demande. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que ces deux fonds fonctionnent plutôt pas mal. Ils ont aujourd'hui une petite année de fonctionnement, même une grosse année, puisqu'ils ont démarré en mars. Je regardais tout à l'heure, ces deux fonds sur un an ont récolté près de plus de 8 millions d'euros d'investissement de la part des salariés, tout en sachant qu'on a, en plus de ces fonds-là, encore 4 autres fonds qui sont labellisés ISR, avec au minimum 15% de fléchage vers l'épargne responsable. Ensuite, la responsabilité. Jean-François, je me propose une petite relance là sur les fonds 100%, les deux fonds 100%. Là, tu me disais quand tu préparais l'entretien que vous aviez été, alors je sais pas comment vous l'avez, la sélectivité vous avez amené à sortir un fonds lié à l'hydrogène, enfin des investissements liés à l'hydrogène. Et en quoi pour toi c'est cohérent, ou alors bon, c'est là les limites du truc. Est-ce que ça t'a pas été un crève-cœur de sortir l'hydrogène du truc? Alors pour moi si, mais ça c'est toute la difficulté, c'est que les fonds veulent qui doivent être labellisés, les labels deviennent de plus en plus durs. Et en fait, dans ce fonds hydrogène, il répondait pas exactement au cahier des charges de l'AMF pour pouvoir le labelliser et donc l'intégrer dans notre fonds. Le problème étant que si on prend les voitures, aujourd'hui on a des voitures thermiques, on n'a pas pu passer l'intégralité du marché en voitures électriques. Les constructeurs sont pas capables, les gens n'ont pas les moyens. C'est la même chose pour les entreprises, elles peuvent pas passer de l'ancien monde au nouveau monde instantanément. Et si on leur coupe les finances, elles n'arriveront pas à le faire. Donc bon, mais ça c'est un autre problème. Du coup, effectivement, on en arrive à sortir parfois de ces fonds labellisés des entreprises qui pourtant sont sur le chemin et qui travaillent sur des sujets dont on aura absolument besoin demain si on veut réussir notre transition énergétique. On peut prendre le cas, par exemple, du minier. Aujourd'hui, il ne doit pas y avoir une seule entreprise minière dans des fonds labellisés. Moi, je veux bien qu'on essaye de fabriquer des éoliennes et des panneaux solaires sans extraire de minerai de fer, de cuivre ou de terres rares. C'est juste impossible. Donc, si on n'investit pas dans ces supports-là, on n'arrivera pas non plus à faire notre transition énergétique. Et donc, à un moment, il faut savoir quand même rester pragmatique. Et donc, il faut faire cohabiter les deux. Il faut qu'on ait des fonds labellisés, mais on ne peut pas non plus aller que vers du fonds labellisé. C'est une opinion toute personnelle, hein, mais je la partage bien volontiers. Enfin, est-ce que c'est une opinion personnelle? C'est intéressant de t'entendre dire ça. Est-ce que c'est une opinion? Est-ce que c'est un sujet de discussion dans le cadre des conseils de surveillance entre vous? Est-ce que c'est un objet de discussion, ce genre de choses? Parce que on est dans Non, pas vraiment, puisqu'en fait, on a fait le choix d'avoir des fonds qui sont labellisés, mais on n'en a que 2 qui sont 100%. Les autres sont à 15%. Ça veut dire que Natixis peut investir à 85% dans des fonds qui ne sont pas labellisés. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on peut quand même soutenir certaines industries qui, aujourd'hui, ne sont pas encore vertueuses, mais qui en prennent le chemin. Si on prend le cas de notre entreprise, Michelin fabrique des pneumatiques, on consomme beaucoup d'énergie pour les cuire, on utilise des dérivés pétroliers. Ça ne nous empêche pas d'investir des milliards chaque année dans la transition, mais on peut pas basculer instantanément de l'ancien monde vers le nouveau monde. Et on a commencé il y a déjà fort longtemps. Je rappelle qu'on a sorti le premier pneu vert à basse consommation d'énergie et faible résistance au roulement il y a plus de 30 ans aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, tout le monde a pris notre roue, hein. On intègre de plus en plus de produits recyclés. On vient d'être récompensé pour notre entreprise qui retransforme les pneumatiques en matière première pour refabriquer de nouveaux pneus. On travaille aussi à récupérer les déchets d'autres pour retransformer ces déchets en matière première pour nous-mêmes. Sur mon site, on est passé de la génération de vapeur au gaz
il y a maintenant une bonne douzaine d'années, en passant aujourd'hui à la biomasse. On remplace tout ce qui est éclairage néon, parce que vous imaginez bien qu'on a des centaines de milliers de mètres carrés de hangars qui sont éclairés toute la journée. On a basculé le tout du néon vers les LED et en fait, on économise chaque année en électricité la valeur de ce dispositif d'éclairage. Aujourd'hui, on travaille sur la récupération de notre énergie, on travaille sur la récupération de nos eaux pour les réutiliser dans notre cycle. Enfin, on a une usine, les Gravanges, qui est aujourd'hui certifiée zéro émission nette de CO2. On travaille quotidiennement et on est, alors certes, sans doute pas encore labellisé chez Michelin, mais vous voyez que les entreprises pas encore labellisées investissent énormément dans la transition et il faut pas leur couper les budgets, sinon ils n'y arriveront jamais. Et est-ce que tu penses, parce que c'est peut-être une question de, est-ce que vous êtes pénalisé, est-ce que l'image Michelin, enfin, est-ce que vous n'êtes pas forcément considérés comme les meilleurs élèves sur lesquels investir en matière de transition écologique dans les portefeuilles? Est-ce que ça, c'est la vision des gérants et puis des investisseurs, hein. Mais si on regarde de près tout ce qu'on fait, je pense que c'est une erreur. Et on n'est pas les seuls à se bagarrer au quotidien. Aujourd'hui, le fonctionnement de l'entreprise est basé sur ce qu'on appelle les 3 P, le People, Profit, Planet. Nos indicateurs qui nous permettent de déclencher le paiement du bonus groupe sont, alors sur la partie profit, basés sur les résultats, donc le ROS et puis le free cash flow. Sur la partie people, on travaille énormément sur la partie sécurité, l'objectif étant de lutter contre les accidents, les blessures partout dans le groupe et dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on n'est pas mieux traité en France qu'on ne l'est en Chine ou en Pologne. L'objectif est rigoureusement le même partout, même si la réglementation du travail est plus souple ailleurs. C'est la grande force du groupe. Et sur la partie planète, on surveille nos émissions de CO2, scope 1, scope 2, ceux sur lesquels on a les leviers au quotidien pour travailler, ce qui amène les directeurs des usines à travailler sur tous ces sujets. Et ce qui nous a amené, nous, il y a plus de 10 ans, à transformer notre chaufferie en la passant du gaz à la biomasse. Ok, parfait. Bah écoute, merci à toi. N'hésite pas, il y a une question alors peut-être un peu précise de Outé dans le chat là sur le fait que vous soyez passé de 43% à 34% au niveau. Il y a une question qui te concerne potentiellement. N'hésite pas à y répondre par écrit. C'est sûrement sur l'intégration de produits recyclés. Peut-être, ouais, je te laisse y répondre. Alors, rapidement, vas-y. Mais c'est extrêmement simple. En fait, les produits recyclés, on en utilisait énormément dans les pneus poids lourds, un peu moins dans les autres. Et aujourd'hui, on a beaucoup réduit notre production de poids lourds. Du coup, ça a fait baisser la moyenne. Mais on est en train de travailler pour remonter cette part. Voilà, c'est purement un effet de seuil. Ok, parfait. Merci à toi. Pierre Havet, tu as été patient. Merci à toi. Toi, tu es donc le délégué général de Fondact. Donc, tu représentes les entreprises, les employeurs, sachant que Fondact est ouvert également au CIES, bien sûr aux représentants des salariés. Si tu nous présenter un peu Fondact et un peu le positionnement et quel regard ça vous amène à avoir sur l'épargne salariale et sur la transition écologique, sur le levier que ça peut représenter en termes de donner du sens à la transition écologique à l'œuvre. À toi. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors, d'abord, je voudrais dire une chose. Effectivement, on n'est pas une association uniquement d'entreprises. Je vais le dire de manière un peu plus large dans un instant pour que vous me connaissiez mieux. Donc, je suis un ancien DRH et depuis que j'ai pris ma retraite, en fait, j'ai investi une partie de mon temps de retraité pour être délégué général de l'association Fondact, qui est au cœur de l'écosystème du partage de la valeur. Alors, effectivement et historiquement, on est une association d'entreprises, des grosses au départ, des un peu moins grosses aujourd'hui, et d'ailleurs de plus en plus petite taille, on y reviendra peut-être avec des textes sur le partage de la valeur, qui incitent à descendre en taille d'entreprise et à mettre en place des dispositifs dans les PME, par exemple.
Donc, effectivement, des entreprises, cotées ou pas, mais aussi des sociétés de gestion, par exemple, celle qui nous héberge, entre guillemets, ce matin, qui a organisé ce webinaire, et la plupart de ses consoeurs, pas mal de conseils d'avocats, et les organisations syndicales, comme l'a rappelé Rodolphe, puisque effectivement le CIES est présent et à chaque fois qu'on organise des manifestations sous notre bannière, on a des représentants des différentes organisations syndicales comme patronales d'ailleurs. On a nos rencontres pardon, mercredi prochain, excusez-moi, à la Maison de la Chimie. Il y aura effectivement un panel avec, là encore, des représentants du monde politique, du monde patronal, du monde syndical, puis du monde des entreprises. Donc, assez large, beaucoup dans le débat. Et finalement, quelle est notre finalité de l'association? C'est effectivement de faire la promotion du partage de la valeur. Le partage de la valeur, initialement, Fondac faisait la promotion, on va dire, de la participation sous toutes ses formes. Donc aujourd'hui, on a un petit peu recollé au discours qui est induit par la loi partage de la valeur, la loi du 29 novembre 2023. Qu'est-ce que c'est le partage de la valeur? Sans qu'il y ait une quelconque hiérarchie entre les trois, en fait, c'est le partage du résultat, ou bien le partage du capital, ou bien le partage de la gouvernance. Et encore une fois, le partage du résultat, il est quasiment sous-tendu par les textes législatifs en vigueur, surtout depuis la loi de la fin de l'année dernière. Donc, ça ne veut pas dire que ça sera instantané. On sait bien que il y a encore une considérable inégalité entre les très grandes entreprises et les plus petites sur ce plan, mais on peut espérer qu'à partir de 2025, le taux de couverture en matière de dispositifs de partage sera plus important. Le partage du capital n'existe pas partout et n'est pas d'ailleurs possible partout. Hein, dans le monde associatif, c'est un peu plus éloigné, par exemple. Donc, il y a beaucoup, comment dirais-je, il y a moins d'entreprises, pardon, qui peuvent en bénéficier. Enfin, le partage de la gouvernance dépend bien souvent du partage du capital, de la présence dans le capital. Ce qui, comment dirais-je, je pense qu'en matière d'épargne salariale, en fait, c'est quelque chose qui doit faire l'objet de beaucoup de promotions. Alors j'ai cité, c'est un peu égoïste, nos rencontres. J'ai vu que Rodolphe a rajouté un lien pour ça, mais je voudrais citer quelque chose de plus général dans lequel on s'inscrit ce matin. Ça s'appelle la semaine de l'épargne salariale. On est très actif dans la construction et à la fois de la semaine elle-même, mais aussi des outils de construction et de communication qui vont avec, parce que quelque part, dans les valeurs de Fondac, il y a clairement un dispositif, un mot qui est important, c'est le mot pédagogie. Donc, clairement aussi, il faut rendre nos dispositifs plus visibles. Alors, je vais peut-être réagir à ce que j'ai entendu juste avant, à certains points que j'ai entendus juste avant, puis si Rodolphe veut me poser des questions ou d'autres participants, je serais content d'échanger. Alors, d'abord, je crois que les sujets sont extrêmement complexes. En France, on les a même rendus confus, ou on les a atomisés. Donc, il y en a un peu, ça va un peu dans tous les sens. Et pour rendre la pédagogie, pour donner corps à la pédagogie, c'est quand même assez lourd. Hein. Néanmoins, ça reste impératif. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait le métier de DRH pas mal d'années. Ça reste nos responsabilités dans les entreprises, ça reste les responsabilités des collègues
qui font ce métier avec les organisations syndicales, avec les directions d'entreprise, à la fois dans le cadre des négociations, par exemple des accords d'intéressement, mais aussi dans le cadre du suivi des placements. Moi, je recommande vivement que cette question du suivi des placements fasse l'objet d'un travail, d'un échange, de présentation au niveau des CSE. Sans être trop technique et sans rentrer dans le détail, il y a tout un tas de consultations et de démarches qui sont préconisées. On peut tout à fait s'inscrire là-dedans. Excuse-moi Pierre, je me permets d'intervenir justement là. Vas-y. Tu parles de la place des CSE. Je devais te relancer, je te relance sur et ce que disait un peu David et aussi Benoît Ostertag sur quelque part des salariés qui se mobilisaient pas autant que ça dans les conseils de surveillance. Les représentants des salariés, on voit les taux de participation dans les élections des conseils de surveillance sont pas fameux quand même. Bref, ça se bouscule pas. Et en quoi c'est aussi une responsabilité donc des organisations syndicales en premier lieu, mais également des directions, comme tu le disais, des DRH et des directions financières, de leur capacité à vendre le sujet, et pas simplement dans les conseils de surveillance, à t'entendre peut-être. Moi, très très clairement, je pense que c'est pas uniquement les conseils de surveillance. Alors, j'ai pas vécu dans l'entreprise après la loi Pacte. Je suis parti juste au moment où la loi Pacte sortait. Donc, j'ai pris ma retraite à ce moment-là. Donc, j'ai un peu moins un vécu perso sur la question, mais ma conviction, c'est que ça se joue pas uniquement dans les conseils de surveillance, ça se joue d'abord dans la vie de tous les jours. Je l'ai dit tout à l'heure, dans la négociation de l'accord d'intéressement, c'est essentiel. Il faut qu'il y ait un échange profond avec les organisations syndicales et des membres de la direction mandatés pour conduire cette négociation. Et ensuite, il faut que le DRH et ou le dirigeant ait l'énergie et la volonté de conduire une politique de communication interne autour des accords d'intéressement. C'est pas uniquement, j'ai pas mal savouré l'intervention qui me précédait du collègue de chez Michelin. Clairement, on doit aller au-delà d'une simple publication de l'accord. Il faut qu'il y ait un suivi très très régulier de comment chaque indicateur évolue dans le temps. C'est pas juste une histoire qui se passe une fois par an ou tous les 3 ans. C'est quelque chose qui évolue dans le temps. Et là, on n'est pas du tout dans le contexte des conseils de surveillance. Après, moi, je n'ai pas de recette miracle personnelle. Je pense que si la communication interne autour des dispositifs est mobilisatrice, que les dispositifs sont connus, etc., ça doit être probablement plus facile d'envoyer les gens voter. Maintenant, comment dirais-je, autour de nous, on voit bien que la mobilisation, qu'elle soit citoyenne, ou peut-être les organisations syndicales le diraient mieux que moi, la mobilisation, c'est pas un truc qui se décrète, c'est pas un truc qu'on va régler ce matin, malheureusement. Je vois que Jean-François, il veut intervenir, non? Il a activé pas la main virtuelle, la main. Vas-y, Jean-François. Ouais. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tous les ans, au mois de mars, je prends mon bâton de pèlerin et je fais le tour des salariés, puisque c'est le moment où on propose l'intéressement. Ce que je constate, c'est que, les Français sont des fourmis. Ils ont une capacité d'épargne qui est colossale si on se compare aux Américains avec un 2,5% de la masse salariale qui est épargnée contre le 17,5% en France. On voit bien qu'on n'est pas dans le même univers. Ce qui leur manque, c'est la culture de la finance. Dès qu'on leur propose une action, c'est la bourse et le loup de Wall Street, on a peur. Ça, c'est le premier point. Ils connaissent pas le fonctionnement de l'épargne salariale, donc je passe ma vie à leur expliquer et à faire leur bien sur le sujet. Par contre, quand ils regardent les fonds, ils sont perdus. Même les fonds labellisés, etc. Ils comprennent pas ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne. En fait, ils attendent systématiquement de vous que vous les preniez par la main et que vous leur expliquiez sur quoi il est bon d'investir. En fait, notre souci, il n'est pas dans la disponibilité de l'argent, puisqu'il est là. Les gens épargnent énormément.
il est dans le fléchage que l'on peut en faire et quelle culture, quelle information on peut leur donner pour les amener à orienter l'épargne au mieux pour eux et au mieux pour la société. Et ça, c'est difficile. C'est pour ça que je finis toujours mes présentations sur la présentation de nos fonds et de leur rendement, et que je finis toujours par présenter nos 2 fonds labellisés à 100% pour essayer d'allumer cette petite lumière, cette petite étincelle, et puis essayer de flécher l'argent de mes collègues sur ces fonds. Mais c'est d'abord une question de culture et de compréhension. Je reprends 2 choses là. J'ai entendu tout à l'heure la transition écologique. Je pense que effectivement tout le monde a envie qu'il y ait une transition écologique. Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la manière dont il faudra le mettre en œuvre. Est-ce qu'elle doit être graduelle ou radicale, etc. Donc ça peut être un vrai sujet. Je vais certainement pas trancher ce débat ce matin, c'est pas l'objet. Dans ce qui vient d'être dit par Jean-François, je crois beaucoup, effectivement, aux démarches de pédagogie active, à savoir que, entre guillemets, on dit dans certaines entreprises que le dirigeant monte un peu sur le tonneau pour que les gens aient un peu envie de s'impliquer. Probablement, vous le savez, le président de Fondac, c'est le PDG d'Eiffage. Eiffage, c'est une entreprise dont l'actionnaire de référence avec 20% du capital, c'est les employés. Et il n'y a pas d'actionnaire chez Eiffage qui a plus que 20%. Donc, il dit toujours qu'il rend compte à ses salariés. Et il a une démarche extrêmement active qui consiste à aller effectivement par un réseau développé en interne, incluant des membres d'organisations syndicales, donc d'aller expliquer aux collaborateurs, et chaque année, pour réussir la souscription, parce que quand on a de l'actionnariat salarié, il faut réussir les souscriptions, et il faut renouveler renouveler la présence des salariés dans le capital de l'entreprise. Donc il faut que à chaque fois, une majorité des employés souscrivent aux opérations, dans chaque augmentation de capital annuel. Je pense d'ailleurs qu'il y a des choses assez voisines dans quelques groupes du CAC 40, comme il y a des gens de certains de ces groupes autour de la table, ils pourraient probablement mieux le dire que moi. L'un de ces groupes étant un des fondateurs historiques de Fondac, pas sous le nom d'Orange, mais bon. Mais en tout cas, cette société était depuis très longtemps parmi nos adhérents. Alors, peut-être pour pas être trop long, ce que je voudrais dire aussi, c'est que la question des conseils de surveillance, c'est pas uniquement des élections, c'est pas uniquement des réunions, c'est aussi de s'assurer de ce qu'on met dedans. Que on ne serve pas de ça comme un élément de communication. J'ai vu quelqu'un qui disait le rapport ESG de Michelin, je crois, est très bien, bah, tant mieux. Mais un rapport ESG, c'est pas juste un élément de communication. Et de la même manière, j'ai envie de dire, CSRD, ça va imposer des audits. Alors, quelque part, tant mieux, à condition de ne pas rajouter une couche d'épaisseur, de complexité à nos sujets. C'est, comment dirais-je, c'est un des risques qui peut être pris. Alors, juste, je voulais mentionner que il n'y a pas que les conseils de surveillance dont on parle ce matin, il y a aussi les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises. Et évidemment, quand il y a une part du capital non négligeable entre les mains des salariés, et ben à ce moment-là, vous avez ces salariés qui sont présents dans le conseil d'administration ou le conseil de surveillance en tant que salariés actionnaires. Voilà. Merci Pierre. Alors le temps tourne et ça, merci à toi. Et donc je vais redonner la parole à Sophie Sénibrar, excuse-moi pour ton nom que j'écorche. Et Sophie, comme on en avait
convenu, et je pense que ça aura d'autant plus de sens après avoir écouté nos intervenants, l'exercice de communication, on a parlé de la pédagogie, etc., le reporting qui devait dépasser ce qu'ils disaient en conseil de surveillance, et vous, en tant que gestionnaire, qu'est-ce que vous adressez aux salariés et de la façon dont vous le rendez lisible, et peut-être aussi avec les marges de progression qu'il y a derrière. Donc, si tu permets, je vais mettre en partage. Donc, Génération Europe, c'est bien ça? Alors oui, on peut prendre, donc sur chaque fonds, on produit, donc il y avait dans le chat des questions sur la performance financière, sur la performance extra-financière, donc je crois qu'on a répondu tous. La performance financière dépend vraiment de tout un tas de facteurs. Il ne faut pas faire un lien direct, en tout cas, entre l'extra-financier et la performance financière. Au global, c'est vraiment expliquer la performance du fonds. C'est un exercice qui dépend de pas mal de facteurs. Et encore une fois, je vous invite vraiment à venir dans les conseils de surveillance où le gérant fait son reporting financier et extra-financier sur toute la période écoulée. Et là, on parle à l'écran, on a un rapport mensuel. Donc, on produit mensuellement. Donc, ça, c'est un rapport extra-financier. Donc, mais évidemment, on produit aussi des rapports financiers pour la performance financière du fonds. Et donc, le rapport extra-financier, il va reporter sur les notions ESG, donc environnement, social et gouvernance. Donc là, à l'écran, par exemple, en haut à gauche, donc un score ESG, une note ESG, ça va d'une échelle de 0 à 10. Là, en fait, le portefeuille a un score de 8,5 qui est supérieur à celle de l'indice. Donc là, ça illustre, en fait, c'est concrètement l'effet de la sélectivité dont on parlait tout à l'heure et comment le gérant va orienter ses investissements pour le compte du fonds. Et dans quoi il va investir? Il va investir afin d'avoir un portefeuille qui aura une meilleure notation ESG que celle de son indice de référence. Dans le report, on voit également qu'il y a mention de l'intensité carbone. Donc, le portefeuille a une intensité carbone de 52 qui est inférieure à celle de l'indice. On voit également donc les cibles SBTI, c'est la trajectoire. SBTI, ça valide la trajectoire net zéro. C'est Science Based Target Initiative. Donc là, ça montre la validation, la quantité en portefeuille de titres qui sont validés net zéro, je pense, sur la trajectoire net zéro. Le pourcentage de femmes au conseil d'administration, donc là on voit que c'est 42, c'est au-dessus de l'indice. Le pourcentage d'administrateurs indépendants, donc voilà, donc ça c'est la première page. Ensuite le report, il a un certain nombre de pages, donc on va de manière plus granulaire regarder la composition de portefeuille et les indicateurs, aussi bien sur le pilier E, sur le pilier S. Il y a eu des questions dans le chat aussi sur le pilier S, le pilier social, et le pilier G, donc la gouvernance. Ça va être là, l'indicateur utilisé le plus, ça va être le pourcentage des femmes au conseil d'administration. Donc là, le top 5 des actifs en portefeuille, les exclusions. Donc là, on voit dans le portefeuille, par exemple, le niveau de controverse, c'est impact grave. L'indice, donc à 1,4% de titres qui a un niveau de controverse grave, tandis que le portefeuille, on a 0. Donc nous, on exclut systématiquement les pires scores de controverse du portefeuille. Ça fait partie de l'intégration ESG dans la gestion. Si on regarde le slide suivant, rapidement, profil environnemental. Donc là, voilà, c'est à peu près, là, il y a la température en plus, il y a la partie verte du chiffre d'affaires. Donc, il y a tout un tas d'informations un petit peu granulaires. Là, c'est donc la partie carbone. Si on passe au slide suivant, donc là, comme on a un fonds label ISR, on doit battre 2 indicateurs de référence pour le fonds. Donc là, les indicateurs concernant ce fonds donné, c'est l'intensité carbone à gauche et le pourcentage de femmes au conseil d'administration à droite. Donc le portefeuille, c'est la courbe verte. Il a une intensité carbone plus faible que celle de l'indice. Et à l'inverse, à droite, le portefeuille a plus de femmes au conseil d'administration que la proportion des sociétés dans l'indice. Donc, on montre bien que le fonds bat ses indicateurs de référence du point de vue du label ISR.
Si on va à la page suivante, voilà, bon, là, c'est l'explication. Et puis ensuite, donc, on a le rapport d'engagement, je pense, derrière, qui suit. Je sais pas quel rapport tu as pris, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de disclaimers. En fait, il y a beaucoup de définitions parce que c'est des notions quand même relativement complexes. Donc ça illustre le rapport d'engagement, c'est-à-dire pour les sociétés en portefeuille avec combien de sociétés. Alors ça, c'est peut-être le rapport de vote. Ça, c'est le rapport de vote. Donc, sur quelle société on a voté et comment on a voté dans les sociétés en portefeuille. Okay. Voilà, donc c'était juste pour illustrer que ces rapports sont disponibles sur chaque fonds en général. Alors, en tout cas, chez nous, ils sont disponibles sur notre site et que on reporte en fait sur l'investissement socialement responsable au même titre qu'on reporte sur la performance financière du fonds. C'est important de rendre des comptes sur les deux aspects à aujourd'hui. Et quand bien même, en fait, et aussi juste un petit mot, pourquoi on a le droit de reporter pourquoi on a le droit de faire de la communication extra-financière. Donc, il y avait une question aussi sur la régulation des fonds à un moment dans le chat. Donc, les fonds sont agréés par l'AMF. On écrit un certain nombre d'informations dans le règlement du fonds qui est agréé par l'AMF. Et on écrit aussi donc comment on intègre l'ESG dans la gestion du fonds. Du coup, si le fonds est qualifié au niveau de l'AMF de communication centrale, c'est-à-dire on a droit de communiquer sur les critères extra-financiers du fonds, il y a une position AMF sur le sujet, hein. Donc, il faut que le fonds soit qualifié de communication centrale pour avoir le droit de communiquer sur le sujet. Et donc, là, ces fonds sont en communication centrale. Donc, on met à disposition ces rapports ESG sur notre site Internet. Et les rapports ESG sont disponibles. Le prérequis, c'est qu'ils soient en communication centrale. Et donc, ils sont disponibles que le fonds soit labellisé ou non. Parce qu'on intègre aussi de l'ESG, même pour les fonds non labellisés. Hein. Chez AXA IM, par exemple, on commence par faire des filtres d'exclusion. On a des politiques d'exclusion sectorielles et normatives. Donc, comme on l'a vu, on exclut les pires controverses, on exclut les entreprises qui ont plus de 15% de chiffre d'affaires sur le charbon. On exclut les entreprises du tabac. On exclut tout ce qui est sujet à controverse, aussi en termes de droits humains, de droits de l'homme, etc. Donc, nos politiques d'exclusion sont disponibles sur notre site. Voilà. En fait, que le message aussi, c'est de dire que on intègre l'ESG dans nos fonds, qu'il y ait le label ou non, hein, j'ai envie de dire. Chez AXA IM, on a une politique déjà d'intégration ESG et comme on disait tout à l'heure, depuis très longtemps, on a été pionnier sur le sujet puisque ça date de près de 20 ans. Alors, je ne sais pas si je peux mettre peut-être un mot de la fin ou en tout cas dire sur le contexte que vas-y. C'est un environnement très, très évolutif, très dynamique, hein, l'intégration, la finance verte, la finance durable et l'intégration de la finance durable dans la gestion et l'orientation de l'épargne pour financer la transition, c'est un environnement évolutif, dynamique. Donc voilà, il faut s'adapter aussi ça évolue constamment, donc c'est ce qui fait l'exercice de pédagogie et de communication aussi difficile. Donc on vous donne rendez-vous au conseil de surveillance déjà pour continuer cette interaction et puis Sophie peut-être l'année prochaine aussi. En tout cas, merci à toi, Sophie. Merci pour ces présentations et pour ces éclaircissements que tu nous as apportés tout au long de cette matinée. Avant le mot de conclusion pour toi, Sophie Mandelbaum, peut-être on va prendre deux minutes, hein, globalement, hein, pour un petit tour de conclusion de parole. Vous avez été sage, vous n'avez pas trop rebondi, vous auriez pu faire davantage. Bon, on va commencer avec toi, Jean-François, David et Benoît, mais très rapidement, et ensuite un mot de conclusion à Sophie. Jean-François, très rapidement par rapport à ce que tu as pu entendre en une minute. Il faut mettre ton micro là. Ton micro, Jean-François, non, ça ne va pas le faire.
Désolé, je ne sais pas pourquoi il a été coupé. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On a bien abordé la labellisation des fonds, la problématique de j'investis que dans le vert, mais attention, ça suffit pas pour y arriver. Et puis surtout, je pense que si on lutte sur le manque de culture de nos collègues, on leur fera le plus grand bien, puisque ça leur permettra d'épargner et d'avoir un beau capital en partant à la retraite. Et surtout pour nos enfants et nos petits-enfants, puisque j'ai la chance d'être grand-père, et ben peut-être qu'on arrivera à préparer un monde meilleur pour eux. Et c'est là la plus belle chose qu'on puisse leur offrir. Merci Jean-François pour ce mot de conclusion. À toi David. Pareil, micro, David. Allô la Terre, David? Oui, excusez-moi. Je disais, oui, l'enjeu, c'est de démystifier le sujet, hein, c'est de faire de la pédagogie, que ce sujet devienne simple, comme beaucoup moins complexe qu'il ne l'est, et que les gens, en fait, les salariés puissent prendre part à leur épargne. C'est important, et puis après, ça financera beaucoup de choses. Plein de projets, donc oui, il est important de sensibiliser les gens qui prennent le sujet à bras le corps. Nickel. Benoît. Avec le micro, Benoît, micro. Voilà. Oui, le lien qu'il peut y avoir entre l'actionnariat salarié et derrière la présence des salariés en conseil d'administration, c'est qu'on va accentuer le regard interne sur la qualité de l'information que l'entreprise génère et la qualité de la trajectoire qu'elle va prendre. Et ça va alimenter, au même titre que ces SRD, la qualité de l'information que derrière les gestionnaires d'actifs pourront utiliser. Et donc nous, en tant que labellisateurs, ça rend plus robuste effectivement les portefeuilles et leurs cotations ESG, et donc derrière la confiance qu'on peut avoir dans les actifs dans lesquels on investit. Et donc il y a une corrélation d'une part entre le contrôle des labels, donc les différents émetteurs. En interne, les émetteurs, chacun, les émetteurs, c'est les entreprises notamment, mais aussi les États, chacun a son contrôle interne, si je puis dire, via les salariés notamment, via les conseils d'administration, via les agences de notation aussi, qui jouent un rôle aussi pour aller chercher l'info, essayer de la rendre plus crédible et challenger. Il y a, à mon avis, encore un axe de progrès là-dessus pour qu'il n'y ait pas que de l'autodéclaratif des entreprises. Et par ailleurs, la validation des commissaires aux comptes, puisque maintenant, le CSRD veut dire aussi que les indicateurs ils seront validés et tamponnés. Et donc, tout ça, ça va donner du poids et quand je lisais dans le chat, les performances et performances, on ne peut pas dissocier performance suite et performance extra-financière. Je préfère, moi, un fonds qui fasse moins de performance financière au sens de rendement, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, sera largement au-dessus du livret, mais qui ne fait pas bien pour la planète. Moi, je veux des fonds qui fassent bien pour la planète et pour l'emploi. Parfait, merci à toi. Et à toi, Pierre, rapidement. Très brièvement, parce que tout vient d'être dit par Benoît, je souscris à 200% à ce qu'il vient de dire. Et je vais juste ajouter que même si le thème de la matinée c'était quel moyen de contrôle pour les salariés, j'ai un peu envie de dire que ça se joue souvent en amont et ça se joue aussi par la confiance. Voilà. Ok. Au-delà du cadre. Ok. Ouais, écoute, un petit peu. Un petit peu beaucoup. Merci à toi. Et enfin, mot de conclusion à toi, Sophie Mandelbaum. Je te laisse la main. Alors, vous m'entendez? Le oui, micro est bien branché. Je ne me suis pas fait avoir. Merci beaucoup pour vos interventions, pour les questions dans le chat. C'était vraiment un webinaire super dynamique et ça fait plaisir parce que c'est pas le sujet le plus facile qu'on porte chaque année. C'est un sujet sur lequel les salariés, un peu, je dirais, une sorte de double peine. Ils ont déjà une éducation financière très faible en France. On a une mauvaise réputation pour ça. Et en plus, il y a toute la technicité que nous a présentée Sophie sur la façon dont les fonds peuvent être et de plus en
en plus soutenant de la transition énergétique. Voilà, donc merci pour ce webinaire. J'ai mis mon adresse mail dans le chat. Si vous voulez recevoir la lettre de la protection sociale que nous allons faire partir le 4 avril, elle contient des vidéos, des podcasts, des ressources pratiques pour vous aider à mieux vous y retrouver, mieux comprendre, aider les salariés également à comprendre. Et je pense que c'est très complémentaire du service de téléconsultation financière qui existe, qui est mis de plus en plus en place dans les entreprises pour aider les salariés à faire les bons choix. Voilà. Bonne journée. Merci à toi, Sophie. Un compte rendu à suivre. Moi, je vous fais un peu d'auto-promo parce que je vais vous mettre un lien là. Je vais faire un peu d'auto-promo. Le prochain live de Miroir Social, c'est le 4 avril et c'est pas lié au sujet directement, mais c'est quand même sur comment négocier le calcul de la participation et le partage de la valeur et la participation alimente quand même en partie l'épargne salariale. Donc voilà, ça c'est le prochain live de Miroir Social le 4 avril prochain. En tout cas, pour aujourd'hui, merci beaucoup à AXA Santé Collective et à AXA IM d'avoir porté la rencontre. Merci à vous d'avoir étayé, illustré le sujet. Merci à vous dans la salle de votre participation active. Il y a eu pas mal de questions. J'espère qu'on a répondu au maximum et d'interrogations. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous et puis à suivre un prochain rendez-vous. Donc le 4 et il y en aura d'autres. Voilà. Et puis l'année prochaine pour l'épargne salariale avec un autre sujet. Entendu. Bonne journée à tout le monde. Normalement, les docs qui ont été projetés, qui ont été projetés par Sophie, vous pouvez les télécharger, mais si vous n'avez pas reçu, n'hésitez pas, on vous les renvoie. Ils sont de toute façon accessibles en ligne sur le site d'AXA Santé Collective. Donc, écoutez, bonne journée à vous, bonne journée et je coupe. À bientôt. Au revoir. Bonne journée.